L'armée britannique dispose aujourd'hui d'une capacité de reconnaissance blindée interrompue. L'Ajax, véhicule de reconnaissance chenillé commandé en 2014 pour remplacer une flotte vieillissante, a atteint sa capacité opérationnelle initiale le 6 novembre 2025, avec 8 ans de retard sur le calendrier initial, avant d'être immédiatement suspendu 16 jours plus tard, après qu'une trentaine de soldats ont présenté des symptômes lors d'un exercice sur la plaine de Salisbury. Ce qui rend cette situation directement pertinente pour l'armée française n'est pas l'échec britannique en tant que tel, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la machine. Le canon principal de l'Ajax est le CT-40. Ce système d'armement de 40 mm à munitions télescopées a été développé par CTA International, une co-entreprise à parts égales entre Nexter Systems et BAE Systems, dont l'usine de production est implantée à Bourges. Lorsque l'Ajax effectue un tir d'essai en Angleterre, les munitions proviennent d'une chaîne industrielle française. Ce n'est pas un détail logistique, c'est la structure même du programme. Le même canon équipe le Jaguar EBRC, véhicule de reconnaissance blindé de l'armée de terre française, en service depuis février 2022. Les deux machines, britanniques et françaises, partagent ainsi non seulement le calibre, mais le système d'armes complet. Même canon, même cinématique de chargement, même famille de munitions. La France et le Royaume-Uni ont, indépendamment l'un de l'autre, abouti à la conclusion que leur prochain véhicule de reconnaissance devait être armé de ce système précis. L'une a mis 7 ans pour y parvenir à partir du lancement du programme Scorpion, l'autre 30 ans. Ce parallèle n'est pas fortuit. Il est le produit d'une décision prise à Paris en 1999. À cette date, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne développaient conjointement un véhicule blindé modulaire connu sous le nom de programme MRAV. La France a quitté ce programme pour développer seul le VBCI. Le Royaume-Uni a alors lancé le programme FRES, Future Rapid Effect System, destiné à couvrir le même besoin par une voie nationale. C'est de ce programme que l'Ajax est directement issu, via le contrat FRES-SV attribué à General Dynamics UK en 2010. Le véhicule retenu était l'Ascot II, un châssis développé conjointement par l'Espagne et l'Autriche au début des années 90. La France, en choisissant sa propre voie, a livré le VBCI en 2008. Le Royaume-Uni, en choisissant la sienne, a livré l'Ajax en 2025, dans un état qui empêche son utilisation opérationnelle normale. Voici le fait technique que les débats parlementaires britanniques n'ont pas mis en avant. Les problèmes de bruit et de vibration de l'Ajax ne sont pas apparus lors des essais d'intégration. Selon les déclarations faites devant la commission de défense de la Chambre des communes, le bruit et la vibration étaient une caractéristique connue du châssis Ascod depuis le lancement du programme en 2010. Le contrat portant sur 589 véhicules a été signé en 2014, 4 ans après que cette caractéristique avait été identifiée. Le coût total du programme s'élève à 6,3 milliards de livres sterling. Pendant ce temps, le Jaguar ERC opère. Son canon CT-40 peut élever son tube jusqu'à 75 degrés, ce qui lui permet d'engager des cibles aériennes à basse altitude, drones compris. Cette capacité, intégrée dès la conception du système d'armes, est devenue une exigence opérationnelle documentée depuis le conflit en Ukraine. Elle est en service dans l'armée française. Elle est théoriquement présente sur l'Ajax, mais la machine qui doit la porter est à l'arrêt. En décembre 2024, la Direction générale de l'armement a passé commande de 25 000 munitions CT-40, avec des livraisons prévues à partir de 2026. C'est le premier contrat de production en série à plein régime depuis 30 ans de développement conjoint franco-britannique du système. La cadence de production de l'usine de Bourges devra couvrir les besoins du Jaguar français et, si le programme Ajax survit, ceux de l'armée britannique également. La question n'est donc pas simplement de savoir si l'Ajax fonctionnera, elle est de savoir ce que révèle cette histoire sur la manière dont deux armées alliées ont traité le même besoin opérationnel, avec les mêmes outils industriels, et sont arrivées à des résultats radicalement différents, l'une en 7 ans, l'autre en 30. En 1971, le CVRT Scimitar entrait en service dans l'armée britannique. Ce véhicule de reconnaissance chenillé de 8 tonnes, armé d'un canon Rarden de 30 mm, incarnait une doctrine précise, la reconnaissance blindée légère.
voir sans être vu, se déplacer vite, transmettre l'information par radio. La machine était conçue pour un théâtre européen où les formations soviétiques avançaient en colonne prévisible et où la valeur principale d'un éclaireur était sa discrétion. Ce modèle de reconnaissance a fonctionné pendant 2 décennies. Il a cessé de fonctionner quand le champ de bataille a changé. Les opérations en Bosnie dans les années 90, puis en Irak et en Afghanistan dans les années 2000, ont exposé une limite structurelle du scimitar. Le véhicule observait, il ne traitait pas. Il transmettait par radio des comptes rendus verbaux d'équipage à équipage. Dans un environnement où la menace changeait toutes les heures, où les informations de plusieurs capteurs devaient être fusionnées en temps réel pour construire une image tactique cohérente, le scimitar était devenu un outil du siècle précédent. Ces optiques n'étaient pas numérisées. Ces données ne s'intégraient pas dans un système de commandement. L'équipage voyait, le reste de la formation ne voyait pas ce que l'équipage voyait. C'est ce besoin, un véhicule de reconnaissance capable de collecter, traiter et redistribuer des données numériques à l'échelle d'une formation blindée, qui a produit le programme FRES. Le Future Rapid Effect System a été lancé en 2004 avec une ambition inhabituelle pour un programme d'armement britannique. Il ne s'agissait pas de remplacer un véhicule par un autre. Il s'agissait de construire une famille de véhicules interopérables, numérisés, capables d'opérer dans ce que les planificateurs appelaient le système de systèmes, une architecture où chaque plateforme contribue à l'image commune du champ de bataille plutôt que d'opérer de façon isolée. La variante de reconnaissance, dite FRES-SV pour Specialist Vehicle, devait être le capteur central de cette architecture. Ce que les documents parlementaires britanniques de l'époque ne mentionnaient pas clairement, c'est que la France et le Royaume-Uni avaient déjà essayé de résoudre ce problème ensemble. Entre 1996 et 1999, Paris, Londres et Berlin travaillaient conjointement sur le programme MRAV, Multi-Role Armored Vehicle. L'objectif était un véhicule blindé modulaire commun qui éviterait à chaque nation de financer séparément un développement équivalent. Les 3 armées partageaient le même constat sur l'obsolescence de leurs véhicules existants. Elles ne partageaient pas la même réponse. Le point de rupture a été doctrinal, non technique. La France voulait un véhicule orienté vers la puissance de feu, une machine capable de combattre, pas seulement de transporter. L'Allemagne et le Royaume-Uni privilégiaient la mobilité protégée, un transporteur de troupes blindé capable de déploiement rapide. Ces 2 exigences n'étaient pas incompatibles en théorie. En pratique, elles produisaient des compromis que chaque délégation nationale refusait d'accepter. En 1999, la France a quitté le programme MRAV pour développer seul le VBCI. En 2003, le Royaume-Uni en a fait autant pour lancer FRES. L'Allemagne et les Pays-Bas ont continué. Leur véhicule commun, le Boxer, est entré en service au début des années 2010. La France a livré le VBCI à l'armée de terre en 2008. Le Royaume-Uni a attribué le contrat FRES-SV à General Dynamics UK en 2010. Le véhicule retenu était l'Ascot II, un châssis conçu conjointement par l'Espagne et l'Autriche au début des années 90, déjà en service dans ces 2 armées. Le choix d'un châssis existant devait, en théorie, réduire les risques de développement. La SCOD était une plateforme éprouvée. Son adaptation aux exigences britanniques, électronique, armement, protection, allait produire une machine sensiblement différente de la version originale. C'est ici qu'intervient le fait que les analyses officielles du programme ont systématiquement minimisé. Selon les déclarations faites ultérieurement devant la commission de défense de la Chambre des communes par un responsable de General Dynamics UK, le bruit et la vibration étaient une caractéristique connue du châssis Ascod depuis le début du programme en 2010. Non pas un risque identifié, une caractéristique connue. Le contrat pour 589 véhicules a été signé en 2014, avec un calendrier prévoyant une capacité opérationnelle initiale en 2017. En 2014, parallèlement à la signature de ce contrat, le Royaume-Uni testait plusieurs VBCI français. Des sources militaires françaises de l'époque faisaient état d'un intérêt britannique pour l'acquisition du véhicule. Le VBCI avait alors 2 ans d'expérience opérationnelle au Mali. La DGA avait qualifié une version à 32 tonnes avec une protection renforcée. Aucun accord n'a été conclu. Ce que cette chronologie révèle n'est pas un choix irrationnel. En 2014, l'Ajax semblait être la réponse technique supérieure. Un véhicule de nouvelle génération,
entièrement numérisé, armé d'un canon franco-britannique de 40 mm développé en commun depuis 1994. Le VBCI était une machine éprouvée, mais conçue pour une doctrine différente: transport de section, non-reconnaissance spécialisée. Le problème n'était pas le choix de la mission, il était dans le châssis choisi pour l'accomplir. Ce que l'armée française a fait différemment n'est pas visible dans la comparaison Ajax 20 BCI. Il est visible dans la comparaison Ajax-Jaguar. Le programme Scorpion a produit le Jaguar EBRC, véhicule de reconnaissance armé, du même canon CT-40, en partant d'un cahier des charges fonctionnel strict, avec un industriel unique responsable de l'intégration et un calendrier contrôlé par la DGA. La même exigence opérationnelle, la même solution d'armement. Un résultat en service depuis février 2022 contre un résultat suspendu en novembre 2025. La divergence entre les deux trajectoires nationales ne s'explique pas par la technologie. Elle s'explique par la gouvernance du programme. C'est précisément ce que les rapports successifs de la Commission des comptes publics britanniques ont documenté, sans que cela modifie les décisions suivantes. Pour comprendre ce que l'Ajax était censé accomplir, il faut partir d'une contrainte concrète que le CVRT Scimitar ne pouvait pas surmonter. Un véhicule de reconnaissance produit de l'information. Sa valeur opérationnelle ne dépend pas seulement de ce qu'il voit, mais de la vitesse à laquelle ce qu'il voit devient utilisable par une formation blindée à plusieurs kilomètres de distance. Le Scimitar observait. Il transmettait des comptes rendus verbaux d'équipage à équipage par radio. L'image tactique se construisait au poste de commandement par agrégation manuelle de ces comptes rendus. Ce processus prenait du temps. Dans un engagement de haute intensité, ce temps est la différence entre une décision prise avant le contact et une décision prise pendant le contact. L'Ajax a été conçu pour supprimer ce délai. Son architecture numérique embarquée repose sur un réseau interne de 20 gigabits par seconde, une capacité de traitement qui n'existe dans aucun autre véhicule blindé de reconnaissance en service dans une armée NATO aujourd'hui. À titre de comparaison, cette bande passante est supérieure à celle de nombreux réseaux locaux d'entreprises de taille moyenne. Elle n'est pas là pour la performance en tant que telle. Elle permet à l'Ajax d'alimenter simultanément plusieurs flux de capteurs sans dégradation: imagerie thermique, désignation laser, données radar, communication chiffrée, tout cela en parallèle, en mouvement, sans interruption. La capacité de stockage embarquée de 6 téraoctets complète cette architecture. L'Ajax peut enregistrer en continu l'intégralité des données de ses capteurs pendant une mission, constituant ainsi une mémoire opérationnelle consultable en temps réel par l'équipage et transmissible au poste de commandement. Ce n'est pas une fonction secondaire. Dans un environnement où la menace évolue vite et où la corrélation entre plusieurs observations successives peut révéler un dispositif ennemi que chaque observation isolée ne permettrait pas d'identifier, cette capacité change la nature même de la reconnaissance. Ce que l'Ajax peut faire que le Scimitar ne pouvait pas, c'est transformer une observation en données structurées et l'intégrer automatiquement dans l'image tactique partagée d'une formation. L'armement reflète cette ambition. Le canon CT-40 de 40 mm remplace le Rarden de 30 mm dont la cadence de tir était de 90 coups par minute. Le CT-40 tire à 200 coups par minute. Mais la différence décisive n'est pas dans la cadence, elle est dans les munitions. Le CT-40 tire des projectiles à détonation aérienne programmable. L'équipage règle le point de détonation avant le tir. Cette munition, conçue initialement pour l'engagement de fantassins à couvert, s'est révélée directement adaptée à l'engagement de drones à basse altitude. Le canon peut élever son tube jusqu'à 75 degrés, ce qui couvre les trajectoires d'approche des drones de reconnaissance et des munitions rôdeuses de petite taille. Ce n'est pas une adaptation improvisée, c'est une capacité intégrée dès la conception du système d'armes, commune à l'Ajax et au Jaguar EBRC français. Le conflit en Ukraine a transformé cette capacité d'option théorique en exigence documentée. Aucun autre véhicule de reconnaissance blindé en service dans une armée NATO ne dispose aujourd'hui de cette combinaison, architecture numérique de cette densité et canon capable d'engager des cibles aériennes à basse altitude avec des munitions programmables. L'Ajax n'est pas un véhicule isolé. Il a été conçu comme le nœud capteur d'une architecture plus large. Le plan opérationnel britannique prévoyait son intégration dans un réseau commun avec le Challenger 3, l'hélicoptère Apache AH-64E
et le véhicule blindé Boxer. L'Ajax devait voir, le Challenger 3 devait frapper, l'Apache devait saturer, le Boxer devait exploiter. Chaque plateforme contribuait à l'image commune, aucune n'opérait en silo. Cette doctrine, que les planificateurs britanniques désignaient comme l'approche multidomaine, supposait qu'un véhicule de reconnaissance puisse traiter et redistribuer l'information à la vitesse des autres plateformes. C'est pour cela que la bande passante de 20 gigabits par seconde n'était pas un luxe. C'était une condition de fonctionnement de l'ensemble du système. La famille de véhicules Ajax illustre cette logique systémique. Sur les 589 machines commandées, le Scout de reconnaissance ne représente qu'une partie du total. Les variantes comprennent l'Ares pour le transport protégé, l'Athéna pour le commandement, l'Apollo pour la réparation en campagne et l'Atlas pour le dépannage. Toutes partagent le même châssis, la même architecture numérique, les mêmes protocoles de communication. Un mécanicien formé sur Atlas peut diagnostiquer un Scout. Un poste de commandement Athéna reçoit les données d'un Scout sans conversion de format. Cette commonalité logistique et électronique était précisément ce que le programme FRES cherchait à produire depuis 2004, et ce que les programmes précédents, dont le Scimitar, n'avaient jamais fourni. La question qui se pose dès lors n'est pas de savoir si cette architecture était pertinente. Elle l'était, et elle l'est d'autant plus depuis février 2022 que la guerre en Ukraine a confirmé que la reconnaissance numérisée, la suppression des drones adverses et la vitesse de l'image tactique partagée sont des facteurs décisifs dans un conflit de haute intensité entre forces symétriques. La question est de savoir pourquoi une machine conçue pour répondre à des exigences aussi clairement identifiées n'a pas pu entrer en service dans un état lui permettant de les satisfaire. En 2014, le choix de l'Ascot 2 comme base de l'Ajax semblait défendable selon des critères d'acquisition rationnels. Le châssis était en service. L'Espagne et l'Autriche l'exploitaient depuis le milieu des années 2000 sans incident majeur documenté. General Dynamics avait une expérience industrielle établie sur la plateforme. Un châssis existant devait, selon la logique du programme, réduire le risque technique et compresser les délais d'intégration. Le contrat a été structuré à prix fixe, mécanisme censé inciter l'industriel à maîtriser ses coûts et à respecter ses engagements de calendrier. Chacun de ces éléments était raisonnable individuellement. Ensemble, ils ont produit une situation dans laquelle le risque connu n'a pas été traité avant la signature. Le bruit et la vibration n'étaient pas apparus lors des essais d'intégration britanniques. Selon les déclarations faites ultérieurement devant la commission parlementaire, cette caractéristique était identifiée sur le châssis Ascod depuis 2010, 4 ans avant la signature du contrat. Ce que les essais britanniques ont révélé, c'est l'ampleur du problème une fois l'Ascod transformé en Ajax. Une masse considérablement augmentée par rapport aux versions espagnoles et autrichiennes, une électronique embarquée dense générant ses propres fréquences de résonance, des sièges et des commandes repositionnées pour répondre aux exigences ergonomiques britanniques. La vibration ne se manifestait pas de façon uniforme. Les rapports d'enquête ont établi que les coques présentaient des longueurs variables et des faces non parallèles entre machines individuelles, des écarts de fabrication qui modifiaient le profil vibratoire de chaque véhicule. Cette irrégularité rendait le diagnostic systématique impossible. Une solution appliquée sur un Ajax réduisait la vibration sur cette machine sans nécessairement être transposable à la suivante. C'est ce facteur qui explique pourquoi le problème a résisté pendant 15 ans à des tentatives de correction successives. En décembre 2018, les équipes d'essai ont identifié un risque de dommages auditifs pour les équipages. Cette information a été transmise aux échelons supérieurs du ministère de la Défense. Les essais ont continué. Ce n'est qu'en novembre 2020 que les essais ont été formellement suspendus, 23 mois après l'identification du risque. L'enquête interne publiée en 2021 a établi que des officiers supérieurs et des fonctionnaires du ministère avaient connaissance des problèmes pendant cette période sans suspendre le programme. Plus de 300 soldats ont été identifiés comme potentiellement affectés par les expositions au niveau de bruit et de vibration pendant les essais. Certains ont été définitivement déclarés inaptes au service pour des raisons médicales directement liées à ces expositions. Les symptômes documentés comprenaient des pertes auditives, des acouphènes et le syndrome des vibrations main-bras. En 2021, General Dynamics a répondu aux rapports critiques dans les médias en déclarant que les informations publiées étaient sans fondement dans les faits et que les données réelles de performance les réfutaient. La même année, le Royal United Services Institute publiait un rapport posant explicitement 2 questions.
La machine pouvait-elle être réparée et valait-il la peine de la sauver? Le ministère de la Défense a suspendu les paiements à General Dynamics. Ils ont été repris en 2023. Ce qui s'est passé entre 2021 et 2025 illustre une dynamique propre au grand programme d'armement à prix fixe. Ni l'industriel, ni le client n'avaient intérêt à déclarer le programme irréparable. General Dynamics avait livré des centaines de machines et engagé sa réputation sur la résolution du problème. Le ministère de la Défense avait dépensé plusieurs milliards de livres et ne disposait d'aucune alternative prête à remplacer le scimitar. Le programme Ajax était, selon la terminologie des analystes de défense, trop engagé pour être abandonné. Les solutions techniques appliquées successivement comprenaient la refonte des fixations de sièges, le remplacement des coussins, le remontage des commandes manuelles et l'introduction de casques anti-bruit à double protection. Chacune de ces modifications réduisait partiellement l'exposition sans éliminer la source. Le problème résidait dans la dynamique du châssis, pas dans l'équipement de protection individuelle. Parallèlement, le programme Warrior CSP, qui devait équiper le véhicule de combat d'infanterie Warrior du même canon CT-40, a été annulé en 2021 après des années de développement et des centaines de millions de livres dépensés. Le Warrior, conçu dans les années 70, a été maintenu en service avec une mise à jour limitée à des caméras de recul sur 359 véhicules. Il devrait rester en service jusqu'à la fin des années 2020. Le 4 novembre 2025, le programme Ajax recevait le prix Mega Project of the Year lors d'une cérémonie professionnelle à Londres. Le 6 novembre, la capacité opérationnelle initiale était déclarée. Le 22 novembre, 30 soldats présentaient des symptômes lors d'un exercice sur la plaine de Salisbury. Le programme était suspendu pour la 3e fois. À cette date, environ 100 machines sur les 589 commandées avaient été acceptées en service. La capacité opérationnelle totale est désormais prévue entre octobre 2028 et septembre 2029, soit 11 à 12 ans après le calendrier initial. Ce que cette chronologie ne dit pas directement, c'est ce qu'elle implique pour la base industrielle commune. L'usine CTAI de Bourges produit des CT-40 pour le Jaguar français, et si le programme Ajax atteint son terme, pour l'armée britannique. Un programme Ajax qui se prolonge indéfiniment ou qui est restructuré modifie les volumes de commandes sur lesquels repose l'économie de production de cette munition, une munition dont la France dépend pour sa propre capacité de reconnaissance blindée. Chaque NOL, fact-check, faktu uverena 100%, contrat DGA 25 000 munitions CT Sorok, livraison à partir de 2026. DA budget, contrat DGA CT Sorok, stop 17 milionów d'euros sur 5 ans. Neuverin, eta cifra była w jednym istocznike, Army Recognition, bezpierwiczne potwierdzenie. DGA, ubiraju, Abapchou. CTAI, usine unique à Bourges, JV 50/50 Nexter/BAE DA Jaguar, EBRC, en service depuis février 2022. DA Jaguar, 300 exemplaires prévus pour l'armée de terre française. Neuverin wtoczne cifre. Razne istoczniki dają adstapitidisti dotrykso. Ubierają toczną cyfru Ajax. FOC prévu octobre 2028, septembre 2029, DA Ajax. Environ 100 machines acceptées à avril 2025, programme suspendu. DA France a introduit VBCI, Jaguar, Griffon, Serval dans des délais plus courts qu'Ajax. DA confirmé. euro-sd.com. MGCS, programme franco-allemand, char futur, gelé. DA Warrior, maintenu en service jusqu'à fin des années 2020. DA Boxer, sélectionné pour MIV britannique en 2018. DA CT-40, seul système qualifié NATO en service en calibre 40 mm télescopé. DA, aucun autre pays NATO n'a adopté le CT-40 à ce jour. Pologne, Ajax, proposé avec tourelle ZSS W30. DA Export, Ajax, compromis par les problèmes de fiabilité. DA confirmé, multiples sources. Rapid Fire, système naval français utilisant CT-40. DA Production, CT-40, première commande plein régime après 30 ans de développement. DA Scorpion, programme modernisation armée de terre française. DA, aucun autre pays NATO n'a adopté le CT-40 comme standard, seuls France et Royaume-Uni.
Ubirae, 150 miliona fievra, nie weryficirowna perwiczna. Toczne číslo, Jaguar commandé. Partie 5 sur 5. L'histoire de l'Ajax pose une question qui dépasse le programme lui-même et qui concerne directement l'armée française. En 2026, la Direction générale de l'armement commence à recevoir les premières livraisons en série de munitions CT-40. C'est le premier contrat de production à plein régime pour ce système, 32 ans après la création de CTA International à Bourges en 1994. Pendant 3 décennies, la production de munitions CT-40 a fonctionné à des cadences limitées, adaptées aux besoins des essais et des premières livraisons de Jaguar. La montée en puissance industrielle commence maintenant. Cette montée en puissance repose sur une hypothèse, que 2 armées NATO utiliseront le CT-40 en volume suffisant pour justifier une chaîne de production pérenne. La France est certaine, le Royaume-Uni est incertain. Voici la brèche que personne ne nomme publiquement. L'usine CTAI de Bourges est la seule installation qualifiée au monde pour produire les canons et les munitions CT-40. Il n'existe pas de second site. Il n'existe pas de source alternative qualifiée pour approvisionner ni le Jaguar français, ni l'Ajax britannique. Si cette installation fait face à une contrainte, capacité, conflit social, rupture d'approvisionnement en composants, les 2 programmes sont affectés simultanément. La France et le Royaume-Uni ont construit leur capacité de reconnaissance blindée de nouvelle génération sur un point de défaillance unique. Ce n'est pas une hypothèse catastrophiste, c'est une réalité structurelle que les 2 ministères de la Défense connaissent et que les documents publics ne traitent pas directement. La situation britannique aggrave ce risque. Si le programme Ajax est restructuré, réduit en volume, retardé au-delà de 2029 ou partiellement annulé, les commandes britanniques de munitions CT-40 diminuent. Une chaîne de production dont l'économie repose sur 2 clients nationaux ne fonctionne pas de la même façon avec un seul client. Le coût unitaire augmente, la cadence de production se réduit, la disponibilité pour l'armée française se dégrade. Le Jaguar est en service, mais le Jaguar dépend d'une base industrielle dont la viabilité à long terme est partiellement conditionnée par le sort d'un programme britannique en difficulté. Ce n'est pas la seule brèche. L'absence de second adoptant du CT-40 dans l'alliance NATO fragilise la position française sur ce système. La Pologne a été approchée avec une proposition combinant le châssis Ajax et une tourelle polonaise ZSS W30. Si cette vente échoue, ce qui est plausible compte tenu de la réputation actuelle du programme, le CT-40 reste un système à 2 utilisateurs dans toute l'alliance. Aucune armée européenne n'a à ce jour engagé un programme d'adoption du calibre 40 mm télescopé. Le 30 mm conventionnel reste le standard dominant dans les nouvelles commandes européennes de véhicules blindés. Puma allemand, CV90 en version nordique, Lynx de Rheinmetall. La France a fait le pari industriel et doctrinal que le CT-40 deviendrait un standard NATO. Ce pari n'est pas perdu, mais il n'est pas gagné non plus. Il existe une dimension supplémentaire que les comparaisons Ajax-Jaguar tentent à occulter. L'armée française a réussi là où l'armée britannique a échoué, mais elle a réussi dans un contexte de ressources contraint qui a produit ses propres compromis. Le nombre de Jaguars en service reste limité par rapport aux ambitions initiales du programme Scorpion. La cadence de livraison a été plus lente que prévu. La question de savoir si l'armée de terre dispose d'un nombre suffisant de véhicules de reconnaissance numérisés pour couvrir un engagement de haute intensité sur un théâtre européen n'a pas de réponse publique satisfaisante. L'Ukraine a montré qu'un conflit de haute intensité entre forces symétriques consomme les équipements à des rythmes que les planificateurs occidentaux n'avaient pas anticipés depuis la fin de la guerre froide. Les véhicules de reconnaissance sont parmi les plateformes les plus exposées. Par définition, ils opèrent en avant des formations principales. Un Jaguar détruit ne se remplace pas en quelques semaines. La base industrielle qui le produit est la même que celle qui produit le CT-40 pour les 2 pays. Ce que l'histoire de l'Ajax révèle pour l'armée française n'est donc pas simplement qu'un allié a échoué là où elle a réussi. Elle révèle que la réussite française et l'échec britannique partagent une infrastructure commune, et que cette infrastructure n'a pas été dimensionnée pour absorber les conséquences d'un échec de l'un des 2 partenaires. La question ouverte n'est pas de savoir si l'Ajax sera finalement réparée. Elle est plus fondamentale. 2 armées alliées ont voulu la même capacité, ont co-développé le même système d'armes et sont arrivées à des résultats radicalement différents en matière de gouvernance industrielle. La France a livré. Le Royaume-Uni n'a pas livré.
Mais la capacité française dépend partiellement de ce que le Royaume-Uni fera ensuite. Quand deux alliés partagent un point de défaillance unique et que l'un des deux ne contrôle plus son propre programme, qui assume le risque? Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. La prochaine fois, nous examinerons un autre cas où une décision industrielle française a produit exactement l'inverse de ce qu'elle promettait. Une machine conçue pour protéger qui a laissé une brèche ouverte pendant 20 ans.